contorsions à n'en plus finir, des circonvolutions sans fin. On peut vous égarer là-dedans, on vous égare dans un océan de lexical juridique que vous ne comprenez rien. La réalité, c'est que le RDPC, il n'est pas normal pour une association comme le RDPC, qui n'est pas n'importe quelle association, qui est quand même le parti qui préside, n'est-ce pas, à la destinée de ce pays depuis plus de 40 ans. Il n'est pas normal qu'entre 2016, 2011 et 2025, 10 ans 14 ans, que vous n'éteigniez, que vous ne fassiez pas vivre, n'est-ce pas, les instances décisionnelles de votre parti, que vous ne teniez pas de congrès. Ce n'est pas normal du tout. Et donc, cet immobilisme-là, ça ne se lit pas que dans le RDPC. Il y a beaucoup qui veulent rentrer dans le comité central. Oui, Jean-François, vous-même, et donc, vous ne voulez pas entrer au comité central? Et même au sein du gouvernement, entre 2000, vous êtes communicant, ça suffit. Entre 2020 et 2025, pas de remaniement ministériel. Vous avez des ministres qui sont là depuis 20 ans, 22 ans. Ils ont presque confondu, n'est-ce pas, le fauteuil ministériel à leur propre maison. Ça ne fait pas de sens. Il y a un immobilisme au sein de l'État, il y a un encroûtement, il y a une fossilisation à la tête de cet État qui dérange. Ça bloque les affaires, ça bloque le pays. C'est verrouillé à tous les niveaux et on est dans un pays qui n'offre plus de perspectives et ça ne peut que susciter des réactions comme celle de Léon Teller Onana et qu'il faut comprendre malheureusement. Voilà, Aloïs Onana, lorsque Léon Teller lançait cette aventure, on va le dire, d'abord comme ça, il a dit qu'il voulait un congrès. On lui a dit non, on a prorogé, le bureau politique s'est réuni le 3 novembre 2016. Maintenant, il revient, il dit non, cela, il y a caducité du mandat des membres, ceux qui ont assisté à ce bureau politique-là, ce jour-là, et également le fait que le quorum n'était pas atteint ce jour-là. Donc il s'appuie sur ces deux éléments pour exiger la nullité de toutes les résolutions prises ce 3 novembre 2016. Alors, je pense que l'action de Léon Teller Onana est une action qui aurait pu prospérer si on était dans un État normal, avec une justice juste, qui respecte ses propres textes. Mais seulement, l'action de Léon Teller n'a pas toutes les chances de prospérer. Ce qu'il a réussi entre-temps à imposer aux Camerounais, c'est et son nom et son image. Et puis, il a réussi à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le RDPC est un parti qui ne respectait pas ses propres textes. Et donc, voilà un peu les éléments sur lesquels il a réussi à imposer, secouer le RDPC pour qu'il se réajuste. Et ce qu'il ressort en filigrane ici, c'est un peu, en quelque sorte, l'égoïsme du président national du RDPC. Un égoïsme qui aurait pu être évité si il avait procédé un peu comme l'ANC. Regardez, depuis pratiquement 31 ans, c'est le même parti qui est là. Mais sauf que ça bouge au point où entre camarades, on ne se donne pas des cadeaux. Vous vous souvenez que c'est son quatrième président, Jacob Zuma et celui qu'on a presque chassé parce qu'il était impliqué dans la corruption. Vous voyez qu'entre dans leur parti, ils ont pu s'y tenir un langage de vérité. Et ce langage de vérité là semble être vécu au sein du RDPC, mais sauf qu'il s'est fait en sourdine. Lorsque j'ai lu le communiqué de Léon Teller, la première phrase, c'est que nous sommes un certain nombre à demander la tenue du congrès. Traduction, il n'est pas seul. Il y en a qui le soutiennent en back-office et qui préfèrent le voir agir en leur propre compte. Et donc, forcément, je pense que Léon Teller n'agit pas forcément seul. Forcément, je pense bien qu'il y a d'autres forces souterraines qui, ayant été émasculées par le régime, préfèrent avoir une espèce de porte-parole. Ils savent pertinemment que ça ne peut aucunement prospérer et que même au niveau de l'ECAM, on a rappelé l'article, je crois, 122 alinéa de rien qu'à ce niveau-là, Léon pratiquement, il ne peut pas parler au nom du RDPC, sinon il faudra tenir un congrès. Bon, là, disons que Léon est dans j'ai choisi l'animation de la vie politique. Et puis, il faut rappeler également qu'avant lui, il y en a qui ont été un peu ainsi, notamment c'est de loi Bidon, en 2011, il fait partie de ceux-là qui ont également secoué le RDPC et qui aussi après ont été gentiment écartés. Donc,
l'action qu'il a entreprise, le recours ne peut pas prospérer parce que justement, en face de lui, il a une justice qui sait personnellement que ça ne va pas et préfère fermer les yeux sur l'injustice. Question de faire, de faire plaisir au prince. Donc, ce qui va manquer à Léon Teller, ce n'est pas tant l'adhésion du peuple. Il y en a qui apprécient ce qu'il fait. Ce n'est pas le manque de soutien au sein du parti au pouvoir. Il y en a qui le soutiennent et qui préfèrent le laisser agir ou alors qui préfèrent lui apporter quelques conseils souterrains. Mais ce qui va lui manquer, c'est justement ce que son parti a créé en une quarantaine d'années, à savoir une justice qui soit à ses ordres. Le risque également qui peut être vu, c'est ce qu'on a vécu en Tunisie entre Ben Ali et Habib Bourguiba. Et donc, on redoute que quelqu'un saisisse les revendications de Léon Teller parmi les consultations qu'on fait actuellement au palais et les récupère pour propre compte. Donc, Léon peut abattre un travail qui profite à un autre. Parce que d'autres peuvent récupérer. Oui, d'autres peuvent récupérer sans le dire. Parce qu'il y a une évidence. Lorsque vous avez la chance de rencontrer quelques voix puissantes du RDPC, il est difficile de trouver parmi elles des gens qui soient en ordre de sainteté avec Ferdinand Ngongo, premièrement. Il est rare de trouver des voix qui soient en accord parfait avec le système, n'est-ce pas? Et entre eux, vraiment, il y en a qui ont le courage en privé de se libérer et de dire certaines choses qu'on ne peut pas vraiment prononcer en public. Disons qu'on a donc atteint pratiquement ce mur-là. Et il faut donc quelqu'un au sein de leur parti qui viendra revigorer ce parti-là et l'amener à challenger. Tant qu'il y aura ce statu quo, eh bien, ça fait l'avantage du camp d'en face qui continue à faire des tractations. Et en face, justement, comme ils ont déjà pratiquement l'adhésion du peuple, qui a soif de changement. Changement du visage, changement du système. Parce que le système qui est en place, c'est un système qui... C'est possible les deux? C'est possible, je crois. Même si c'est un peu difficile. D'abord le visage. Parce qu'on a en face de quelqu'un qui n'a de cesse de nous a prouvé depuis très longtemps que lui, ce qui le préoccupe, premièrement, deuxièmement, et pour toujours, c'est le pouvoir. Si vous lui parlez d'autre chose, eh bien, vous aurez des ennuis. Il y en a ceux qui ont lu les livres de Marafa peuvent vous trouver des anecdotes assez importantes à l'intérieur. Ce qui préoccupe le président Biya, ce n'est pas tant la gestion du pays, c'est comment je fais pour rester le plus longtemps au pouvoir. Et donc, ça peut être l'handicap qui peut nous empêcher d'avoir un nouveau visage. Maintenant, pour qu'il y ait un bousculement, il faudrait qu'il vienne de l'intérieur. C'est en cela que on peut apprécier l'action de Léon Teller. Ça peut peut-être pousser d'autres voies dynamiques, tonitruantes, à poser des actes, j'ai failli dire répréhensibles, c'est-à-dire forcer le chef à céder la place. Ça, c'est le travail, c'est l'impossibilité qu'on a envie d'encourager. Amener certains à l'intérieur, à faire comme certains ont fait à l'ANC, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un chef qui ne peut plus apporter des résultats pour le compte du parti, eh bien, on trouve un moyen efficace pour l'écarter et trouver quelqu'un d'autre qui va défendre la position du parti. Pour le moment, ce n'est pas, je veux dire quoi, il manque du courage, mais il ne manque pas de ressources. Au sein du RDPC, il y a des intelligences capables de remplacer Paul Biya et d'agir avec efficacité. Je pense souvent au cas de Abiy Ahmed en Éthiopie. Lorsqu'il est arrivé, on a dit, ben non, c'est quelqu'un du régime, il ne pourra pas faire... Sauf que lorsque Abiy Ahmed est arrivé... Voilà pourquoi je vous ai demandé, est-ce que c'est forcément les deux, et le visage et le système? Est-ce que c'est... Le visage peut s'effacer, mais le système reste. Oui, là, je peux répondre oui, pas l'affirmation. Parce que justement, on a vu un visage qui a changé, et vous avez vu comment la suite a été... Oui, bon, au Gabon, peut-être pas à 100%, mais davantage en Angola. En Angola, vous avez vu João de Lorenzo est arrivé appuyé par Los Santos, mais sauf que lorsqu'il est arrivé aux affaires, vous avez vu comment il s'est... D'abord, ses premières victimes, c'était déjà les proches, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas exclu qu'au sein du régime, exactement, qu'on ait quelqu'un visage puissant qui arrive et dit stop, eh bien,
on redonne au Cameroun, au Camerounais, au Nouveau Cameroun, un peu comme le fait Lorenzo en Angola ou encore Abiy Ahmed. Donc oui, au sein du RDPC, il y a de la ressource, mais qui aujourd'hui est étouffée et a besoin d'une voix comme celle de Léon Teller. Et donc si ceux-là sont disposés, qu'ils accompagnent les revendications qu'il fait, même s'il faut le faire en back-office, ça peut prospérer. Voilà. Joseph Tafo, est-ce que tout ceci ne part pas du fait que ça a trop duré, le congrès? Parce que c'est la première revendication de Léon Teller, c'était l'organisation d'un congrès. 14 ans, c'est énorme. Si le RDPC avait tenu son congrès, et comme a dit Edmond Kyoté, pourquoi seulement en 2025? Il n'y a pas eu de congrès avant 2018, tout était normal. La maison était calme. Pourquoi maintenant ça semble... Ça bouillonne là, pourquoi? Mieux vaut tard que jamais, c'est Jalin. Et puis, il n'y a pas de limite à l'intelligence de l'être humain. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand vous constatez que c'est sclérosé à côté de vous, il y a un temps pour tout. Et puis, avant 2018, il n'y avait pas un Léon Teller qui existait. Et donc, il était à l'AFP. Et ouais, on a vu. Il était à l'AFP. Il n'y avait pas de courageux. Il n'y avait pas encore de courageux pour lever le ton. Il faut quand même préciser que le dernier assise du bureau politique de RDPC ont eu lieu le 3 novembre 2016. Ça fait 9 ans quand même. Pour une structure politique. Est-ce que vous ne voyez pas, vous qui êtes exigeant par rapport au temps, c'est exactement 5 ans après. Il a fallu qu'on tienne ce bureau politique. Parce qu'on tenait quand même compte du temps pour le mandat. Sauf que même après les 5 ans là, c'était déjà expiré, le délai était déjà expiré pourquoi il n'y a pas eu ce bureau politique en 2017 ou bien en 2015? Bon, peut-être pourquoi avoir seulement choisi 2016? 2016, parce qu'en réalité, c'est cette année-là que le mandat du précédent bureau politique est arrivé à expiration. Voilà. Ça, c'était mais beaucoup plus quelques mois avant. En septembre 2016. Donc ce serait donc attendu à ce que la même chose. Mais ce qui est curieux, c'est ce que je ne comprends 2021. pas. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas envie de dire que le bureau politique a induit le président de la République en erreur. Parce qu'il faut dire que ce bureau politique est présidé par le président de la République. Et eux-mêmes, dans leur définition, ils disent qu'il est chargé d'assister le président dans la conduite des affaires du parti, en dehors des réunions du comité central. Ça, c'est la définition du bureau politique. Et ce bureau politique est présidé par le président national, Mais de l'autre part, ils disent que c'est ce bureau politique qui prépare les échéances électorales, définit les stratégies de la campagne. Donc vous pouvez comprendre que c'est pour ça que je dis en première partie que ce que Ngongo fait là, il se présente comme si c'était le président national du RDPC. Donc, parce que ce qu'il est en train de faire, selon le texte, comme vous dites, c'est le bureau politique qui devrait... Qui devrait le faire. C'est eux qui définissent ça. C'est eux qui font cette définition. Et donc si depuis 9 ans ils n'ont pas siégé, ils pensent que c'est aujourd'hui qu'ils vont siéger et que M. Yenga estime qu'il va nous donner une autre explication. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va comprendre ça. Mais pour une structure normale qui se respecte, quand même, faire 9 ans sans siéger, et qu'on nous dise qu'on a siégé le 3 novembre et donner la possibilité au Congrès de proroger le mandat ad vitam aeternam, est-ce que politiquement, du moins pour quelqu'un qui a un sens raisonnable, est-ce que ça fait sens, si je peux le dire comme ça? Donc c'est difficilement compréhensible. Vous faites 9 ans, vous ne siégez pas, mais vous estimez que vous pouvez prendre des décisions valables, même déjà sur le plan sur le plan temporel. Ça fait problème. Au lieu de parler même des compétences de ceux qui sont appelés à siéger. Ce bureau politique dont on parle aujourd'hui, est-ce que le quorum est encore atteint? Est-ce qu'au moment où il prenait des décisions, aujourd'hui il y a des personnes décédées, même jusqu'à cette période-là, il y a des décédés, il y en a qui sont en prison. Est-ce que le quorum était atteint même déjà? Parce que j'ai posé un premier problème en première partie. Ça vous a perturbé. Maintenant, je laisse ce premier problème. C'est-à-dire que le délai, il n'y a aucun texte qui précisait qu'à passer le délai requis de la prorogation, ce bureau politique peut se réunir dans la légitimité. Il n'y en a pas. Mais je laisse ce côté-là. Je reviens sur le plan du quorum. Est-ce que le quorum était atteint? En 2000, a été atteint. En 2016, au 3 novembre, quand le président de la République préside le bureau politique au Palais de l'Unité. Il y en a qui sont décédés.
Il y en a qui sont en prison pour un bureau composé de 23 membres. Quel est le quorum qu'il faut atteindre pour prendre des décisions qu'il fallait prendre? Admettant même qu'ils étaient encore dans les règles, est-ce que le quorum était atteint? Donc vous comprenez, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec Aloïs quand il dit que Léon Télé fait de l'animation. Non, il ne fait pas de l'animation. Il éveille votre conscience. Et même vous devez prendre conscience de cela. Vous ne pouvez pas être dans une structure qui fait 9 ans sans siéger, quand même. Et, entre-temps, c'est vous qui dites que c'est ce bureau politique qui coordonne les activités du parti, qui définit les orientations politiques, qui veille à la mise en œuvre des décisions prises par les organes, par les organes supérieurs. Ça, c'est leur définition. Ce n'est pas nous qui donnons cette définition. Ça veut dire que depuis 9 ans, il n'y a eu aucune activité du parti à coordonner. Il n'y a eu aucune définition, aucune orientation à donner au parti. Il n'y a eu aucune activité sur laquelle le bureau politique pouvait se prolonger. Maintenant, où est le président de la République? Même vous, en tant que communicant, vous n'avez jamais vu Probia. C'est un problème. Okay. C'est un problème. Contrairement à moi, si je veux voir mon président, je le vois n'importe quand. Hein. Okay. Même si c'est demain, il va me dire que si tu es disponible, tu viens. Mais il n'est même pas au courant de vous. Non, la preuve, c'est qu'il y a 9 ans, on vous a demandé tout à l'heure, je ne sais pas si c'était pour vous narguer, si vous voulez faire partie du comité central, vous dites que vous êtes l'aide communicant, ça vous êtes déjà. Oui. La dernière fois, vous avez vous expliqué tout à l'heure. Vous avez Paul Biala. La dernière fois, vous avez Paul Biala. De s'abattre. Maintenant, pour Monsieur Télé Onana, que vous avez cité là tout à l'heure, mon camarade politique, vous savez, Serge Alain, quand un fou n'est pas de votre famille, c'est là où vous allez rire lorsqu'il danse. Bon, nous, ça veut dire quoi? Je répète, quand un fou n'est pas de votre famille, c'est là où vous riez lorsqu'il est en train de danser. Oui. S'il est de votre famille, vous n'allez pas rire. Alors, au RDPC, nous avons aussi ceux-là qui sont... Télé le fou? Non, c'est une image. C'est une image. Je veux m'expliquer. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez rien comprendre. Au RDPC, nous avons aussi ceux-là qui sont arrivés sans pouvoir lire. Parce que moi... Il y a le règlement intérieur et les statuts. Moi, à mon niveau politique... Ils n'ont peut-être même jamais eu le livre jaune. Moi, à mon niveau politique, conseiller municipal et toutes les casquettes que j'ai au niveau du parti, je sais très bien que l'article 18, alinéa 2, donne plein pouvoir. Règlement intérieur ou bien les statuts? Les statuts du parti, le règlement intérieur. Lisez l'article 18, vous allez voir. Article 18, alinéa 1 et 2. L'alinéa 1 fixe à 5 ans. Lisez l'article 18. On parle du Congrès, hein? Oui. Voilà, il définit, article 18, il définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2, il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Mais, est-ce qu'il faudrait être est-ce qu'il faut être Dieu pour comprendre que le bureau politique, lorsque nous prenons les décisions... Le 3 novembre 2016. Oui, lorsque nous prenons les décisions, vous lisez souvent vu. Les gens ne lisent pas souvent le haut là. Vu l'article 18, vu l'alinéa 2 de ce même article, ainsi de suite, lorsqu'on prend une décision. Donc, moi, j'ai comme impression qu'il y a par moment l'agitation politique, surtout de ces jeunes qui viennent d'arriver et qui ont pu avoir des postes. Donc, je voudrais dire aux Camerounais que le RDPC est bel et bien dans sa logique et le chef de l'État n'est pas un petit lorsqu'on parle quand même de politique dans le monde entier. Donc, le chef de l'État ne peut pas descendre aussi bas. Il sait bien ce qu'il fait. Donc, ça, c'est pour répondre en ce qui concerne M. Télé Onana, que c'est un non-événement. Maintenant, pour... Il a annoncé qu'il est candidat. Bon, lorsqu'il annonce cela, les statuts du parti disent que seul le Congrès fait de vous un candidat. Et le Congrès, il dit donc que le Congrès n'a pas fait. Qui convoque donc aussi le Congrès? Il s'annonce seulement candidat. Qui convoque donc son Congrès s'il est capable de convoquer le Congrès? Vraiment, je voudrais dire aux jeunes, c'est certains jeunes qui font en sorte qu'on ne fasse pas confiance dans ce pays, Serge Alain. Parce que le pays, être jeune, c'est être dynamique. Oui, on le comprend, mais c'est aussi être professionnel, administratif, savoir lire les textes du parti et éviter l'agitation. Moi, je crois que c'est ça la jeunesse que nous voulons au Cameroun. Si nous autres, nous ne faisons pas cela, c'est tout simplement parce qu'on évite l'agitation. Nous voulons marcher selon les textes.
les textes du parti font du candidat Paul Biya, président national, candidat naturel. Naturel. Et nous le savons. Si vous êtes trop fâché... Une minute. Le docteur Difoué, il y a 2 jours, disait que c'est candidat potentiel. Vous dites naturel. Oui, c'est la même chose. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est la même chose? Oui, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Vous savez, Serge Alain, potentiel et naturel, tout le monde, potentiel, pourquoi? Quand vous êtes le monsieur Paul Biya, vous voyez potentiel. Mais quand vous êtes monsieur Yenga, vous voyez naturel. Ah bon? Oui, potentiel, c'est que le président peut décider autrement de lui-même. Mais naturel, c'est que je ne peux pas décider à la place du président. Donc pour moi, le président est déjà naturel. Mais pour le président, il est potentiel. Parce qu'il avait si bien dit, j'attends 2025 pour savoir si je pars au village ou si je reste. Okay. Donc c'est en ce moment-là qu'on parle de potentiel. Quand vous êtes du côté de Paul Biya, vous parlez de potentiel. Quand vous êtes du côté de Yenga, qui est un simple militant, vous parlez de naturel. C'est ça. Maintenant, vous n'êtes pas un simple militant, hein, Jean-François. Oui, c'est vrai. Vous êtes conseiller municipal. Hein? Oui, je suis conseiller municipal. Vous avez été élu. RDPC, oui. Bon, maintenant. Vous avez déjà affronté le suffrage. Justement, plusieurs fois. Je voudrais aussi rappeler que ceux qui sont en train de partir, ces gens-là. Ah, les gens quittent le navire. Lorsque vous avez adopté un enfant, et que cet enfant vous signale qu'il atteint la majorité, qu'il voulait aller prendre sa maison, il faut être méchant. Oui. Pour refuser que cet enfant s'envole, développe ses propres ailes et puisse s'envoler. Okay. Donc le RDPC ne peut souhaiter que bon vent à cela. Okay. C'est le dernier de nos soucis. Donc ceux qui parlent d'ingratitude, tout ça, n'ont pas raison. Chez nous, je ne dis pas qu'ils ont raison, à chacun d'en juger fort opportunément. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, en tant que conseiller municipal, la lecture que moi je fais et le travail que nous abattons sur le chantier politique, aller au nord, pour ce qui est du nord, regardez les élus, que ce soit au niveau des députés ou des maires, le RDPC a presque tout raflé. Vous pensez que nous pouvons nous agiter? Il faut d'abord noter que ces partis-là bénéficient de l'appui stratégique, de l'appui diplomatique, de l'appui logistique au moment des élections, et que sans le RDPC, ces partis-là ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et reconnaissons aussi que certains partis veulent même rejoindre le RDPC, ils souhaitent même rejoindre le RDPC. Donc, pour moi, pour ma part, Monsieur Paul Biya, son Excellence, président de la République et candidat naturel du RDPC, ne souffre d'aucun problème. Que les Camerounais ne s'agitent pas. Moi, j'ai même comme impression que ces départs posent problème beaucoup plus à l'opposition, parce que depuis ces départs... donc vos alliés vous lâchent, c'est l'opposition qui est empathique? Ils donnent l'impression, j'ai l'impression que d'autres opposants sont noyés. Ça, j'allais regarder la scène politique. Vous ne voyez pas que c'est comme si d'autres opposants se sont dilués dans l'eau? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des opposants qui se sont perdus depuis que ceux-là sont partis? Ils ont donc... En fait, c'est ce qu'on appelle le grand jeu. Donc votre allié, je veux comprendre, un allié vous quitte et ça dérange les autres? Mais vous savez qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Oui. Lorsque un type qui était chez vous, vous le nourrissez, vous ne savez pas que s'il part de chez vous, il peut faire pression aux autres parce qu'on a peur de lui. Que ce monsieur marchait avec le grand frère là. Comme il est parti là, il peut être dangereux pour nous. Okay. En fait, c'est ça le problème. Voyons ça très clairement. Voilà, d'abord, Edmond Kouyaté, tension, concertation, comme on le voit depuis quelques jours, du côté de Yaoundé, ces tensions. Est-ce que ça traduit, de votre point de vue, en tant qu'analyste, observateur bien averti de la chose politique au Cameroun, une certaine fragilité dans le RDPC? Serge Alain, je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut déjà prendre le RDPC comme un édifice. Mais un édifice qui ne tient qu'à un liant, un ciment. Ce ciment s'appelle M. Paul Biya, président national du RDPC. Mais il se trouve tout simplement qu'on assiste à un effritement du liant, du ciment. Et donc, lorsque le ciment d'un édifice commence à s'effriter, ça entraîne des craquellements du mur, des fissures. Il y a des lézardes qui se dessinent. Mais seulement, il ne faut pas être naïf. Aucun mur ne tombe au premier craquellement. Ça craquelle, ça s'écarquille, et puis le mur s'effondre. Je vais vous donner une image, Serge Alain. Vous avez vu le film Le Titanic?
lorsque le bateau était en train de couler, il y avait des musiciens qui chantaient, mais alors avec une sérénité apparente, comme si rien ne se passait, comme s'il n'y avait rien. Mais écoutez aussi qu'à côté, il y en avait qui s'agitaient, qui bondissaient, qui tombaient dans l'eau, d'autres qui cherchaient éperdument des chaloupes pour s'échapper. Si vous voyez, si vous rapprochez ces deux images, vous allez comprendre, n'est-ce pas, l'antagonisme des deux événements, ou alors le fil harmonieux dans des événements qui se déroulent en ce moment. Ceux qui se précipitent à quitter le bateau, ceux qui, par des contorsions, et je dirais des circonvolutions langagières, essayent de... C'est eux que vous comparez à ces musiciens du Titanic qui jouaient la musique? Oui, ils donnent l'impression d'une sérénité apparente. C'est comme s'ils ne sont même pas conscients que le bateau est en train de chavirer. C'est comme si, non, calmez-vous, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut voir un peu ces choses-là. Et vous allez voir... mon ami Eyenga, il essaye dans une contorsion de vous expliquer, n'est-ce pas, les problèmes administratifs, les rencontres administratives. Il est même dans un style qui frise presque le loufoque et l'ubuesque en vous disant que on a convoqué des gens, ils ne sont pas venus, peut-être qu'ils ne sont pas venus. Non, ça ne veut absolument rien dire. Écoutez, Serge Alain, en quelle qualité et titre, sinon pourquoi est-ce que le SGPR va convoquer à la fois les élus des régions et les membres du gouvernement de certaines régions tour à tour? Il le ferait pourquoi? Que M. Yenga veuille nous faire croire que non, c'est administratif. Mais quand même, en quoi est-ce que cela est administratif? Quelle est, la fonction qui lui, n'est-ce pas, qui lui est dévolue et qui lui donne cette prérogative de convoquer à la fois des élus et, n'est-ce pas, des membres du gouvernement des régions tour à tour? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non. Si c'est un acte administratif, alors la tutelle des associations, y compris des associations politiques, se trouve être le MINAT. Et donc, si c'était un acte administratif, celui qui devrait entretenir à la fois le parti au pouvoir et les partis d'opposition se trouve être le MINAT. C'est le ministre Atangandi qui devrait les entretenir. Peut-être pour leur dire comment est-ce que les élections vont se dérouler. Pour un discours d'apaisement. Pour un discours d'apaisement.